Bonsoir et merci de votre fidélité à l'émission Émergence. La santé fait partie des nombreux facteurs de développement d'un pays. Un peuple malade, un peuple mal soigné constitue un frein à l'édification nationale. Raison pour laquelle le gouvernement de la République a toujours placé la santé parmi les priorités de son action. Mais aujourd'hui, ce secteur est miné par de nombreux conflits sociaux dus à la crise financière que traverse le Congo, une crise qui n'épargne aucun secteur de la vie nationale. Malgré cela, la ministre de la Santé et de la Population, Lydia Mikolo, qui est avec nous ce soir, fait des pieds et des mains pour maintenir le cap. Sa feuille de route, c'est le PNDS, le Programme national de développement de la santé. Comment s'y prend-elle pour tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'elle va tenter de nous expliquer tout au long de cette émission. Mais avant tout, suivons le sujet intro, comme toujours, signé Miafuna Mbungu. A tout de suite. Titulaire du portefeuille de la santé de la population dans le gouvernement Mwamba depuis avril 2016, Jacqueline Lydia Mikolo fait l'objet d'un lynchage médiatique à outrance qui remonte depuis octobre 2016, période au cours de laquelle elle avait viré 5 directeurs généraux consécutivement à la ténébreuse affaire de rupture des antirétroviraux. Elle est restée dans le viseur de la presse après le dernier limogeage il y a moins d'un mois de la directrice générale du CHU, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville, un établissement sanitaire qui couve encore comme bien d'autres grands centres sous les feux des revendications salariales assorties de grèves tout aussi récurrentes. Madame Lydia Mikolo trouve toutes ces critiques assez exagérées, trop pernicieuses à la limite. Elle veut calmer le jeu parce que, dit-elle, les gens sont souvent loin, très loin de la réalité. Commis de l'État, elle dit servir l'intérêt général, servir la République, conformément à la feuille de route qui lui avait été prescrite par le chef du gouvernement sous la houlette du magistrat suprême. En charge de la mise en œuvre de la politique de santé des Congolais, elle tient à une réforme en profondeur du système de santé qui passe entre autres par la revitalisation des districts sanitaires pour rapprocher les structures de santé le plus proche possible des populations. Tient à un management moins scabreux et moins aléatoire, d'où l'organisation des audits dans les différentes structures relevant de sa tutelle. La ministre de la Santé et de la Population appelle ses administrés à une gestion plutôt saine de leurs structures, notamment des hôpitaux, à mettre de côté les considérations souvent trop politiciennes, à tenir compte de la situation conjoncturelle de la crise économique et financière et de ne privilégier rien d'autre que l'intérêt général. Jacqueline Lydia Mikolo, merci d'être enfin avec nous. Je dis enfin parce que ce rendez-vous a plusieurs fois été reporté en raison de vos nombreuses occupations. Alors, vous êtes là, nous nous en réjouissons énormément. Merci une fois de plus. Bon, Madame la ministre, oui justement, on doit vous appeler Madame le ministre ou Madame la ministre? Monsieur Kakou, merci de nous recevoir chez vous. Et effectivement, c'est un rendez-vous qui a été longtemps reporté. Les deux, comme vous le savez, sont corrects, Madame ou le ministre et Madame la ministre. Mais je préfère Madame la ministre. Voilà, je vous pose la question parce que une fois, je me suis fait recadrer par une de vos collègues qui tenait à ce qu'on l'appelle Madame le ministre. Et depuis, je suis sur mes gardes. Donc c'est Madame la ministre. Bon, alors, permettez que nous commencions cette émission par les sujets brûlants de votre département. Les sujets qui fâchent, comme on dit. Votre département est secoué par de nombreux conflits sociaux dans les hôpitaux, CHU de Brazzaville, Assissé à Pointe-Noire, Luandjili, etc. Que se passe-t-il réellement? Que réclament les syndicats et qu'est-ce que vous leur dites? Il faut remettre tout cela dans le contexte actuel de notre pays, M. Kakou. Le pays traverse une crise, nous passons par des moments difficiles. Il y a des secteurs qui ont toujours
étaient entièrement alimentés par le budget de l'État, ce sont ceux-là qui souffrent le plus, et notamment le secteur de la santé. Le secteur de la santé aujourd'hui connaît des difficultés, et nous avons au sein du ministère de la Santé, les structures de santé, il y en a qui sont gérées différemment. Nous avons des structures qui supportent mieux la crise. On peut citer comme ça, par exemple, un hôpital comme celui de Talangaï, où pourtant, qui se trouve dans la même situation que les autres, ou l'hôpital de Mfilou. Et il y a des hôpitaux qui supportent moins bien la crise. Nous avons le cas du centre hospitalier universitaire de Brazzaville, nous avons le cas de l'hôpital général de Luandjili. Et évidemment, avec les syndicats, avec les travailleurs, pour ces hôpitaux, nous avons entrepris d'avoir des dialogues permanents. C'est ainsi que vous avez vu qu'à Luandjili, nous avons même eu à commettre un comité ad hoc qui accompagne la direction générale, les syndicats et les travailleurs pour trouver des solutions à leurs revendications. Nous avons obtenu de l'hôpital général de Luandjili qu'ils lèvent leur grève et nous obtenons également qu'au fur et à mesure que leurs revendications soient prises en compte. C'est la même situation à Brazzaville avec le CHU. Assisté également à lever son mot de grève. Ils ont compris quelle était la volonté du gouvernement. Le gouvernement travaille donc à répondre à leurs revendications. Nous leur en avons apporté la preuve. Le CHU, il en va de même. Il y a 4 revendications principales qui sont les salaires, les recommandations de l'audit, la dette sociale, le dialogue entre les travailleurs du CHU et la tutelle. Toutes ces revendications sont prises en compte. Comme vous le savez, pour le cas du CHU, pour ne citer que celui-là, nous avons payé les salaires du mois de juin. Ah bon? Depuis fin juillet. Et nous attendons incessamment le paiement du salaire du mois de juillet au mois d'août, sachant qu'il y a des structures de santé dans notre pays qui attendent encore le salaire du mois de mai. Donc il y a un effort du gouvernement et ce qui se passe dans les structures de santé actuellement n'est pas à mettre en dehors du contexte de notre pays, du contexte national. Mais évidemment, au niveau de la santé, ça se fait ressentir plus qu'ailleurs, d'autant que ça touche chacun d'entre nous, vous, moi, et toute la population congolaise. Vous avez cité tout à l'heure Talangaï, Mfilou, qui font partie des structures qui se portent un peu bien. Comment ils font pour mieux supporter la crise? Monsieur Kakou, les structures de santé doivent obéir à une gestion saine. Et ces structures, les structures qui s'en sortent le mieux, ce sont celles qui ont au sein, qui ont introduit dans leur gestion des mesures de bonne gouvernance, qui ont entretenu leur pôle de recettes. Vous allez à l'hôpital de Talangaï, vous verrez que le scanner fonctionne, la radio fonctionne. Donc ces pôles d'entrée sont entretenus. Ce sont des structures qui ont appris à ne pas attendre la subvention de l'État, qui arrivent à faire fonctionner les services avec les moyens de bord, avec leurs recettes propres. Certes, ils ne seront pas en mesure de payer les salaires, mais au moins ils font fonctionner justement les services essentiels de leur structure de santé. Et c'est pour cela que nous nous battons pour que ces structures qui ont une gestion servent d'exemple et que les autres structures de santé, effectivement, se mettent au diapason. Bon, à l'issue du conseil de cabinet de jeudi, vous avez introduit un texte, je crois, portant sur le fonctionnement des hôpitaux. De quoi s'agit-il? C'est un conseil de cabinet, je n'aimerais pas trahir l'essence des débats, mais il faut dire que, sachez, M. Kakou, que nos structures de santé n'avaient pas de statut. Ces structures qui existent depuis plusieurs années, certaines ont été créées depuis 2015, n'ont jamais eu de statut qui organise leur fonctionnement. Et c'est pour cela que certaines structures, évidemment, connaissent des problèmes de gouvernance et de gestion. Aujourd'hui, nous voulons mettre en place un système de gouvernance participative pour que ces structures puissent enfin répondre aux difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui. Les problèmes de gestion hospitalière, de la qualité des soins et autres sont en réalité des problèmes liés au fait que
Pour parler simplement, personne ne savait dans un hôpital quel est le rôle des uns et des autres et les obligations des uns et des autres. Tout cela devait être figé dans un texte et à partir de cela, nous pouvons donc exiger plus de performance et de responsabilité des dirigeants de ces structures. Nous en parlerons tout à l'heure quand nous parlerons des réformes que vous avez mises en chantier. Alors, il y a près de 2 mois, madame, vous avez limogé la directrice générale du CHU. Je ne reviens pas sur ce débat qui est aujourd'hui clos, mais il y a une question qui revient chaque fois qu'un ministre sanctionne un directeur général. C'est de savoir, est-ce que vous avez le droit de sanctionner un directeur général qui a été nommé par décret présidentiel? C'est un débat qui revient souvent. Nous sommes dans une république et les institutions de la république doivent être respectées. Oui. Les nominations obéissent à une règle et effectivement, il faut respecter ces procédures. Je voudrais juste dire que les ministres de tutelle ont la latitude de sanctionner les directeurs généraux qui sont sous leur tutelle. Et évidemment, nous le faisons avec l'aval du Premier ministre et sur instruction du chef de l'État. Et quand vous avez respecté effectivement cette procédure, vous êtes en mesure effectivement de sanctionner ou encore de relever ou de suspendre, je dirais plutôt suspendre un directeur général qui n'est pas en mesure d'assumer les fonctions qui sont attendues de lui par le gouvernement de la République. Non, parce qu'on a dit que Mme Mikolo a limogé la directrice générale parce qu'elle voulait créer son propre réseau mafieux. Oh, M. Kakou, moi j'avoue que je ne m'intéresse pas trop à ce qui se dit dans la rue, mais croyez-moi, nous avons tous intérêt à ce que les structures de l'État fonctionnent, soient bien dirigées. Et nous sommes des commis de l'État, nous sommes à la disposition des pouvoirs publics et des populations. On a une obligation de réserve, mais surtout une obligation de résultat. Bon, c'est ce qui intéresse l'État. Bon, alors, un nouveau directeur général a été nommé au CHU, Jérôme Mouyokani. Alors, qu'attendez-vous de lui? Que doit-il faire ou ne pas faire pour éviter d'être limogé? Monsieur Jérémy Mouyokani est un cadre qui a longtemps travaillé dans la gestion des structures de santé, un cadre retraité de l'Organisation mondiale de la santé qui a été choisi, pas seulement par Mme Mikolo, comme on peut le dire, qui a été choisi par les plus hautes autorités de l'État pour nous aider à redresser la situation du CHU. Je vous signale que M. Mouyokani est directeur général par intérim, en attendant la nomination en Conseil des ministres d'un nouveau directeur général. Il a une mission claire. Il a été mis en fonction avec une lettre de mission claire du gouvernement et du ministère de la Santé et de la Population. Nous lui avons fixé des missions et nous l'attendons au résultat. Non, parce qu'on a dit que vous avez nommé un parent à vous, M. Mouyokani. Monsieur Kakou, tous les Congolais sont mes parents. Nous sommes au Congo, nous sommes tous parents. Vous connaissez nos réalités. Mais vous connaissez de la région de laquelle mes parents sont originaires. Je ne crois pas que ce soit le même département que M. Mouyokani. J'aurais certainement été honoré qu'il soit mon oncle, mais ce n'est pas le cas. Bien. Alors, pendant plus d'une année, madame, le Congo a connu une grave pénurie des médicaments anti-sida, les ARV, ce qui vous a poussé d'ailleurs à limoger 5 directeurs généraux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui ce problème est résolu? Est-ce que les ARV sont revenus? Le gouvernement de la République y travaille incessamment, inlassablement. Voyez-vous, M. Kakou, nous arrivons dans une situation où la rupture des ARV était de longue date. Cela arrive à un moment de crise. Je vous ai dit tout à l'heure, notre système de santé est celui qui souffre le plus de la crise. Nous avons, en dépit de cela, en 2016, honoré nos dettes auprès des partenaires extérieurs afin que ceux-ci puissent continuer à nous livrer des antirétroviraux pour nos populations. Depuis, nous travaillons avec le Fonds mondial et les autres partenaires, l'ONU-SIDA, l'OMS, qui nous accompagnent dans ce dossier pour nous assurer que nous obtenons des ARV. Mais, M. Kakou, les ARV, il faut les acheter, puisque il faut dire la vérité aux Congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de les acheter.
Mais nous ne restons pas les bras croisés. Nous avons travaillé avec des partenaires pour que des ARV soient donnés au Congo. Nous avons contribué nous-mêmes de manière symbolique et le Fonds mondial nous a fait un premier don d'ARV qui est venu à travers la RDC certes, mais qui venait plutôt du Fonds mondial. Et nous travaillons à ce que ces ARV, d'autres stocks d'ARV soient livrés incessamment dans les jours à venir. Il n'y a jamais eu rupture d'ARV pédiatrique dans notre pays. Les ARV pour les enfants ont toujours été disponibles. On ne le dit pas assez. Et nous avons dû d'ailleurs arrêter un trafic d'antirétroviraux pédiatriques qui servait à alimenter la consommation adulte, puisqu'il suffit de doubler en quelque sorte la dose pour pouvoir l'administrer aux adultes. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas tout le stock que nous aurions souhaité avoir, mais nous travaillons avec plusieurs partenaires. Je n'aimerais les citer parce que cela vaut la peine. Nous avons la Croix-Rouge française, l'ONU-SIDA, le Fonds mondial. Et vous allez aujourd'hui dans les centres de traitement ambulatoire, nous arrivons quand même à maintenir un minimum de médicaments. Et dans les jours à venir, nous allons recevoir un stock qui est équivalent à une consommation de 6 mois. J'aimerais ajouter qu'en dépit de la crise, récemment, le gouvernement a fait un effort important en transférant directement à IDA, par les mécanismes du Fonds mondial, la somme de 500 millions de francs CFA pour que ceux-ci puissent livrer au Congo un stock d'ARV qui pourrait, lui, durer plus d'une année. Donc nous avons un stock de 6 mois que nous attendons à travers le Fonds mondial qui en fait un stock donné, c'est un don. Et nous avons un stock de 12 mois que le gouvernement de la République a financé entièrement. Donc et qui est là en ce moment qui va arriver incessamment. Qui va arriver incessamment. Donc c'est important de le dire pour ne pas donner l'impression que le gouvernement de la République ne fait rien. Alors le siège du CNLS, le Comité national de lutte contre le sida, est fermé à ce jour. Ça fait bientôt plus d'une année. Est-ce qu'un jour, il va rouvrir ses portes? Je voudrais dire que, encore une fois, M. Kakou, il faut toujours voir d'où nous partons pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Effectivement, ces conseils ont fait l'objet de plusieurs dysfonctionnements. C'est pour cela que nous avons, dès décembre 2016, à Evo, lors des assises, réfléchi sur une réforme complète du Conseil national de lutte contre le sida. Le Conseil national de lutte contre le sida, oui, il est fermé. Est-ce que les dysfonctionnements que nous rencontrons actuellement n'ont pas leur origine dans leur ancrage même institutionnel? Nous nous sommes posé la question. Le fonctionnement, les missions du Conseil national du sida doivent être revues et nous y avons travaillé. C'est un dossier qui est déjà à la table du Conseil des ministres. Et enfin, nous avons donc obtenu des partenaires qui nous accompagnent pour redynamiser, réouvrir et réorganiser le Conseil national de lutte. Le Conseil national de lutte contre le sida, malheureusement, ne pouvait plus exister dans sa forme actuelle. Alors, nous travaillons à ce que nous puissions lui donner une nouvelle forme, des nouvelles missions et une autre visibilité. Donc, ce n'était pas une simple question de salaire impayé? C'était un problème plus profond que celui-là. Il ne suffit pas de payer des salaires. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce que ce conseil remplit les missions qui sont les siennes? À côté de cela, évidemment, nous pensons que dès que nous avons terminé cette réforme, nous réglons les questions sociales pour que les gens se remettent au travail. Et ces questions ne tarderont pas à être réglées. Nous attendons juste la décision du Conseil des ministres sous la haute autorité du chef de l'État pour que ce soient des mesures qui prennent en compte tous les aspects, et le côté institutionnel, et les aspects sociaux et administratifs. Alors, madame, rumeur fondée ou pas, on a parlé de l'existence d'un trafic de bébés à l'hôpital Assissé de Pointe-Noire. Qu'en est-il exactement? Vous venez de Pointe-Noire. Monsieur Kakou, nous ne négligeons rien. Dès le début, avant même que ce soit une histoire publique, un dossier public, nous avons commis l'inspecteur général de la santé. Dès les premières informations qui nous sont parvenues, pour tirer au clair la question des trafics de bébés. Et depuis, les pouvoirs publics, la force publique, mènent une enquête
Vous apprendrez que certains agents de l'hôpital général Adolphe Cissé ont été retenus en garde à vue. Nous préférons ne pas interférer. Mais c'est une affaire vraie, ce n'est pas une rumeur. On ne connaît pas l'ampleur de cette affaire. Je pense qu'il revient aux forces publiques de clarifier cette situation. Parce qu'on dit même que des autorités de la place seraient impliquées dans ce trafic. Attendons les résultats de l'enquête. Alors, l'autre attente des Congolais, en général, et des Brazzavillois en particulier, c'est l'hôpital Blanche Gomez. Apparemment, quand on le regarde de l'extérieur, les travaux de réhabilitation et d'agrandissement sont terminés, mais il n'est toujours pas ouvert. Pourquoi? Alors, l'hôpital Blanche Gomez, je dois vous avouer quelque chose, une petite confidence. J'y suis née. Alors, vous pouvez imaginer que j'ai une relation particulière avec cet hôpital. D'ailleurs, de plus pour accélérer sa réouverture. C'est à cet hôpital que je dois mon deuxième prénom, Lydia, parce qu'à l'époque, c'était des infirmières russes qui accouchaient. Voilà. Et donc, l'infirmière, la sage-femme qui s'était occupée de ma mère, se prénommait Lydia, la sage-femme russe. Donc, c'est pour vous dire que... c'est une belle histoire. On a une relation particulière avec cet hôpital. Donc, vous pouvez bien imaginer que c'est un hôpital que je ne néglige pas, mais que le gouvernement ne néglige pas du tout. Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est statique, mais en réalité, on y travaille. L'hôpital Blanche Gomez, aujourd'hui, le gouvernement a mis les moyens pour que les travaux de finition reprennent. Les travaux ont repris. J'y suis allée moi-même à 2 reprises pour vérifier et je peux vous certifier que depuis le mois de mai, les travaux ont repris. Nous attendons la fin des travaux pour le module le plus récent. Nous attendons la fin des travaux pour le mois d'octobre. Et nous espérons qu'avant la fin de l'année, nous pourrons... donc les travaux ne sont pas terminés, ils se poursuivent à l'intérieur tout au moins. À l'intérieur de l'hôpital général Blanche Gomez, les travaux se poursuivent. Et il y a des équipes qui se mettent en place. Nous avons un plan d'opérationnalisation de cet hôpital. Le personnel concerné par... l'hôpital général Blanche Gomez est bien informé. Le ministère de la Santé compte remettre en fonctionnement cet hôpital avant la fin de l'année. Bon, l'hôpital d'Oyo, madame, a été inauguré au mois de mars. Comment fonctionne-t-il aujourd'hui? L'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba d'Oyo fonctionne très bien. Au moment de son ouverture, nous l'avions bien dit, c'était une ouverture modulaire. Certains services fonctionnent. Certains services sont encore en cours d'opérationnalisation. Il y a des travaux qui s'y déroulent. Mais les services qui fonctionnent, comme les urgences, les consultations externes, fonctionnent très bien. Nous avons des très bons retours et des très bons résultats au niveau de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba d'Oyo. Il faut avouer quand même que l'opérationnalisation est ralentie par la crise que nous connaissons. Nous aurions voulu aller un peu plus vite. Mais nous ne baissons pas le bras. Il vaut mieux faire un peu que ne rien faire du tout. Et les équipes sont en place, que ce soit les équipes médicales cubaines, que ce soit les équipes médicales congolaises d'ailleurs, que je félicite. Et il y a un engouement particulier pour aller travailler à Oyo. Les conditions y sont très agréables. Absolument. Et il y a de nombreux Congolais qui vont se soigner à l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba d'Oyo. Vous savez, au lieu d'aller faire votre bilan en Europe, il vous coûtera non seulement moins cher à l'hôpital d'Oyo, mais en plus, il sera de meilleure qualité. Ah bon? Eh oui. Avez-vous des nouvelles de nos étudiants en médecine à Cuba? Nous les suivons de près. J'y suis allée moi-même lors d'une mission conduite par le Premier ministre récemment. Nous avons discuté avec les étudiants. Les étudiants sont très bien pris en charge par les autorités cubaines. Et que nous remercions. La coopération avec le pays frère de Cuba aujourd'hui n'est plus à présenter. Je tenais à dire également que, savez-vous, Monsieur Kakou, nos étudiants, les étudiants congolais à Cuba, sont parmi les meilleurs étudiants à Cuba. Ils font des très bons résultats, le niveau scolaire est très haut et il faut que les parents qui ont leurs enfants à Cuba soient fiers d'eux. Qu'on ne voit pas que le côté négatif, ils sont très studieux et ils font la fierté justement de notre pays. Oui, c'est un style de vie qui est différent à celui qu'ils avaient au Congo, donc il y a des questions d'adaptation, l'alimentation, aux conditions de vie, mais en dehors de cela, nous n'avons pas de problème majeur. Nous sommes fiers de dire que nous avons une cohorte qui
est passé en 4e année avec des très bons résultats. Nous aurions souhaité que ces étudiants reviennent au pays pour des stages d'imprégnation de 2 à 3 mois. Nous l'avions programmé, mais encore une fois, la crise est passée par là. Mais avec le ministère de l'Enseignement supérieur, nous les suivons de près. Nous avons un comité interministériel qui est en relation permanente avec les étudiants et l'ambassade du Congo. Bon, les premiers, ils rentreront au Congo en quelle année et comment allez-vous les utiliser? Nous les attendons de pied ferme. Les premiers, la première cohorte, je venais de vous dire que nous avons des étudiants qui sont en 4e année. Nous sommes en 2017, nous attendons la première cohorte pour 2019. 2019? Oui. Et quand ils arriveront, est-ce qu'ils ne vont pas grossir les rangs du chômage? Comment vous allez les utiliser? Mais nous pensons que déjà, vous savez que nos hôpitaux souffrent déjà du manque des ressources humaines. Ces étudiants qui sont à Cuba, lors des entretiens que nous avons eus avec eux, ils sont bien conscients qu'ils ne viendront pas travailler à Brazzaville, ils n'iront pas travailler à Pointe-Noire, mais là où le besoin se fait le plus sentir, à l'intérieur de notre pays. Et comme vous le savez, d'ici 2019, nous espérons que tous les hôpitaux généraux auront été opérationnalisés, mais qu'à cela ne tienne, nous avons de la place pour eux à l'intérieur du pays. Le ministère de la fonction publique, le ministère de l'enseignement supérieur et nous-mêmes travaillons à ce que ces étudiants soient tout de suite mis en service à leur arrivée dans notre pays. Il faut dire également qu'avec le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État, nous réfléchissons à un engagement décennal. Vous vous souvenez, à l'époque, il fallait signer un engagement de 10 ans, en vous engageant à travailler pour l'État pendant 10 ans. Et bien, nous réfléchissons à remettre au goût du jour cet engagement décennal pour que ceux qui seront donc recrutés par la fonction publique puissent s'engager à travailler, à se mettre au service de nos populations au moins pendant 10 ans. Alors, on parle de la revitalisation des centres de santé. Où en êtes-vous aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce que vous appelez centre de santé? Bien, nous parlons de la revitalisation des districts sanitaires. La revitalisation des districts sanitaires, c'est une des réformes majeures du ministère de la Santé et de la Population. C'est une réforme à laquelle nous sommes attelés dès notre arrivée à la tête du département. C'est une volonté du gouvernement, mais c'est une instruction du chef de l'État. Ça part de la volonté du chef de l'État d'amener la santé au plus proche des populations et à moindre coût. Et qu'est-ce que ça veut dire amener la santé au plus proche des populations? Ça veut dire que les postes de santé à l'intérieur du pays, les centres de santé intégrés, les hôpitaux de base doivent être rationalisés, redynamisés, réouverts, équipés. On doit y mettre du personnel, des médicaments pour que, Monsieur Kakou, quand vous êtes à l'intérieur du pays, vous puissiez avoir un centre de santé à 1 heure de chez vous. Et donc, le ministère de la Santé et de la Population s'est lancé en priorité dans la redynamisation du district sanitaire. Mais il fallait encore une fois faire un état des lieux, un diagnostic, savoir où est-ce que nous en sommes. Savez-vous, Monsieur Kakou, que nous ne savions pas combien de structures de santé il existait dans ce pays? Donc il a fallu commencer par revoir la carte sanitaire, redéfinir les districts sanitaires. Un district sanitaire, c'est un hôpital de base dans une localité qui a autour de lui un réseau de CSI, de ce que nous appelons centre de santé intégré. Ou centre de santé intégré à PMAE où on peut pratiquer des accouchements, et en dessous des postes de santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends l'exemple d'un département donné qui me vient à l'esprit comme ça, peut-être le département du Niari. Vous avez les différents... On vous a vu à Nyanga avant-hier, je crois. On me voit partout, M. Kakou. Mais je peux donner comme ça, comme exemple, le département de Niari ou encore celui de la Cuvette Ouest, que j'aime beaucoup, où vous avez la répartition administrative. Eh bien, au niveau du ministère de la Santé, nous avons également une répartition. Ça peut regrouper 2 ou 3 districts, mais ce qui se passe, c'est que nous avons ce que nous appelons le district sanitaire qui a à sa tête un chef de circonscription socio-sanitaire qui est un médecin.
qui, lui, veille à l'opérationnalisation et coordonne les activités d'un hôpital de base et de plusieurs CSI. Donc, s'assurer qu'ils sont rationalisés, qu'ils fonctionnent, qu'ils ne manquent de rien, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, nous de notre côté, nous assurons que ces CSI soient équipés. Donc, à ce jour, nous sommes arrivés. Nous avons dû, à ce sujet, je peux être très bavarde, arrêtez-moi si c'est tout. Non, allez-y, mais nous avons presque dû faire le tour de tout le pays. Nous avons envoyé nos équipes dans les 12 départements du Congo pour compter physiquement combien de centres de santé il y a dans ce pays. Et à la suite de cela, nous avons découvert que le Congo est très bien couvert. Et on il y en a combien? 341, monsieur K. 341 centres de santé, 27 hôpitaux de district. Nous avons les 7 hôpitaux généraux que vous connaissez. Nous avons les 12 hôpitaux en construction. Le Congo est bien couvert. Et donc, à partir de cela, nous avons divisé le pays en 52 districts sanitaires. Et pour chaque district sanitaire, nous allons donc veiller à ce qu'il y ait du personnel, des équipements, des infrastructures qui permettront que chaque Congolais et des soins de santé proches de chez lui. Vous n'avez pas besoin de venir à Brazzaville ou quitter Ouesso pour venir jusqu'à Oyo. De chez vous, vous avez le centre de santé avec un médecin qui peut vous recevoir. C'est cela la revitalisation du district sanitaire. Bon, vous avez mis en chantier ce que vous appelez la réforme du système sanitaire. Au terme de cette réforme, qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté? C'est un très grand chantier. C'est quelque chose... le gouvernement, le chef de l'État d'ailleurs, qui a le courage et la volonté ferme d'impulser cette réforme, a été très visionnaire et le gouvernement s'y attelle. C'est quelque chose qui est entièrement nouveau et c'est pour cela d'ailleurs que vous voyez qu'il y a certainement certains remous dans notre système de santé parce que ça bouge. Il y a des changements, il y a des choses qui se font. Il y a de la résistance. Et il faut que les Congolais puissent aller avec cela. La réforme de notre système de santé, nous l'avons axée sur 8 réformes importantes. Il va y avoir la réforme du cadre juridique que vous avez vu, y compris l'organigramme du ministère de la Santé et de la Population. Monsieur Kakou, voilà autre chose qui va bientôt faire couler beaucoup d'encre. Nous avons la réforme hospitalière, cela a été l'objet du conseil du cabinet d'hier, avec ces structures de santé qui vont avoir des textes qui nous permettent de les gérer. Nous avons la réforme du district sanitaire dont nous venons de parler tout à l'heure. Nous avons la réforme pharmaceutique. On a longuement parlé de notre fameuse centrale d'achat du médicament. Voilà un secteur très sensible où nous avons des instructions du gouvernement et du chef de l'État pour un travail assez pointu amené pour juguler la circulation des faux médicaments, des circuits illicites du médicament. Vous savez, les gens vont jusqu'à commettre des vols dans notre pharmacie centrale, la centrale d'achat. Donc c'est pour vous dire, nous avons la réforme du Conseil national de lutte contre le sida, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et nous avons également la réforme de notre système de transfusion sanguine avec le travail que nous faisons au Centre national de transfusion sanguine. Et enfin, nous sommes en train de nous atteler à nous assurer que nous puissions opérationnaliser tous nos hôpitaux généraux en favorisant les partenariats public-privé. Bon, on parle de la création d'un poste de directeur général adjoint au CHU. Ça n'existe pas aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on croit, c'est un poste qui existe. Ah bon? Ah oui, c'est un poste qui existe dans les textes du CHU. Encore une fois, il faut être sûr qu'avant de nommer les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints, leur rôle, leurs responsabilités, leurs missions sont clairement définies. C'est cela qui peut être source de conflits et de blocages dans les structures. Et c'est ce que nous sommes attelés à faire. Dorénavant, les directeurs généraux sont nommés en des lettres de mission, mais en amont, la structure de santé a des statuts qui définissent clairement les rôles des uns et des autres. Donc le CHU a bien un poste de directeur général adjoint. Mais qui n'est pas pourvu. Qui n'est pas pourvu. Et pourquoi? Ce que je vous disais, sont des textes qui datent de plusieurs années. Il y a lieu d'être sûr que les uns et les autres connaissent leur rôle avant d'être mis en fonction. Quel est le budget 2017 du ministère de la Santé?
Oh, le budget 2017 du ministère de la Santé, il est de 149 milliards de francs CFA. En diminution de près de 36%, dirais-je, par rapport à l'année 2000. 149 milliards. Alors, vous avez des sous, Madame la ministre? Sur papier. Ah bon? Que faut-il faire pour inonder de médicaments les pharmacies de nos hôpitaux, afin que les malades trouvent sur place ce dont ils ont besoin pour se soigner? D'où la place de la réforme pharmaceutique. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des médicaments, mais est-ce qu'ils ils atteignent les destinataires? C'est surtout cela. Savez-vous que je pourrais vous parler pendant des heures, encore une fois, de ce que nous avons fait dans ce domaine. Savez-vous, par exemple, que des médicaments se périmaient au port de Pointe-Noire. On achetait des médicaments qui restaient des années dans le port, personne n'était au courant, personne n'allait les chercher. Comment ça, madame? Expliquez. C'est un exemple, je ne veux pas revenir sur le passé. Aujourd'hui, ce que nous faisons, les conteneurs de médicaments sont acheminés directement à la centrale d'achat et ouverts et dépotés à la centrale d'achat des médicaments essentiels au niveau d'un pila. Et ce qui nous a permis dorénavant d'éviter des évaporations en chemin. Parce que non seulement les conteneurs de médicaments restaient bloqués au port, mais en plus quand on les dédouanait et qu'on les ouvrait depuis le port, entre ce qui sortait du port et ce qui arrivait à la centrale d'achat, il y avait des écarts. Et ensuite, comment nous distribuons ce médicament sur la totalité du territoire national et au sein de nos structures de santé. Les gens parlent de ce qui ne fonctionne pas, mais je vais donner un exemple très intéressant que nous avons. Nous avons des partenariats avec des entreprises privées qui produisent certains produits pharmaceutiques localement. Et nous avons réussi comme ça à arrêter, par exemple, les ruptures de soluté. Dans toutes les structures de santé de notre pays, normalement, vous ne devrez pas payer pour une solution salée ou sucrée. Elles sont mises à la disposition des populations gratuitement dans le cadre de la gratuité du palu, de la césarienne. Et donc, ce sont des choses que nous avons mises en place, une organisation que nous avons mise en place à notre arrivée. Sur cette base, nous avons travaillé à ce que chaque fois que nous recevons le médicament, il soit mis à la disposition des populations à l'intérieur du pays. Enfin, la pharmacie hospitalière. Nous avons tenu ici à Brazzaville tout un séminaire. Nous avons appelé tous les pharmaciens du pays et les médecins pour que nous puissions parler et discuter avec nos partenaires de l'Organisation mondiale de la santé de comment rationaliser et mieux gérer nos pharmacies hospitalières. Nous y travaillons. Nous y travaillons, monsieur Cap. Bon, à part l'OMS, bien sûr, quels sont vos principaux partenaires étrangers? Nous avons redynamisé la coopération avec tous les partenaires multilatéraux, bilatéraux du pays, sur instruction, évidemment, du chef du gouvernement. Et cela a été un de nos axes prioritaires. D'ailleurs, d'aucuns m'ont reproché le fait que je travaillais énormément avec les agences du système des Nations Unies et l'autre. Mais ce sont nos partenaires naturels. C'est la volonté de l'État et des Congolais d'ailleurs, que nous puissions multiplier ces partenaires, qui sont ces partenariats qui sont porteurs pour le pays. Donc nous avons des partenaires du système des Nations Unies, évidemment l'OMS, le FUNIAP, l'UNICEF, la Banque mondiale, le PAM avec lequel nous travaillons également, mais tous les autres sont impliqués dans notre système de santé. Et puis nous avons les partenaires bilatéraux, plusieurs pays. Nous avons des partenaires, je ne voudrais pas les citer pour ne pas en oublier d'autres, mais plusieurs pays nous accompagnent, occidentaux et africains, nous accompagnent dans l'action du gouvernement. Enfin, nous avons les organisations internationales qui, comme le Fonds mondial. Vous avez récemment vu la visite du directeur exécutif de l'Alliance Gavi, qui est l'Alliance pour le vaccin. C'est l'équivalent d'un chef d'État en matière de vaccin, qui a été reçu ici, qui ne se déplace pas inutilement, mais c'est parce qu'il croit en ce que le Congo fait. Nous avions, à notre arrivée à la tête du département, le Congo avait rompu toute discussion avec le Fonds mondial. Aujourd'hui, les partenariats ont été redynamisés. Nous travaillons avec le Fonds mondial et avec d'autres partenaires qui sont ceux qui nous soutiennent. Si vous voyez que nous avons plusieurs activités dans le domaine de la santé, que nous
menons avec nos populations, c'est aussi en grande partie grâce à ces partenariats que le gouvernement a réussi à redynamiser et à remettre sur les rails. Alors vous êtes ministère de la Santé et de la Population. Santé, on sait ce que ça veut dire. Mais la partie population consiste à quoi? Monsieur Kakou, vous n'êtes pas le seul à vous poser la question. La Direction générale de la population chez nous, c'est la direction qui s'occupe des questions liées à toutes les tranches de la population. En réalité, nous nous occupons donc des enfants de 0 à 5 ans, c'est des personnes, des adolescents ou des enfants scolarisés. La Direction générale de la population s'occupe des questions qui relèvent de la femme, de l'enfant, mais aussi qui s'occupe des personnes du 3e âge, donc les besoins des personnes du 3e âge. Il ne s'agit pas ici de faire un travail de statistique. Non, ce travail est dévolu au ministère du Plan et de la Statistique. Nous, ici, il s'agit d'étudier et d'analyser et de réfléchir aux questions qui lient une tranche de la population et pour mieux répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qu'il faut pour... et c'est pour cela que vous verrez par exemple en ce qui concerne la femme et l'adolescente, le planning familial se trouve au niveau de la Direction générale de la population parce que c'est une des préoccupations de cette tranche de la population. Nous travaillons aussi avec l'UNICEF pour toutes les questions liées à l'enfance, l'épanouissement de l'enfant, donc tous les besoins liés aux différentes catégories de notre population. Alors, le ministère de la Santé, madame, est un ministère réputé difficile. Alors, vous qui n'êtes pas du domaine de la santé, est-ce que vous constatez cette difficulté et comment faites-vous pour tirer votre épingle du jeu? Il faut que cette image soit définitivement levée. Au ministère de la Santé et de la Population, dans le milieu médical, dans le milieu même scientifique, j'ai rencontré des personnes dynamiques, dévouées. Vous avez des médecins qui ne comptent pas les heures de travail. Vous avez du personnel de santé qui va travailler tous les jours en dépit des conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent, qui va travailler même en dépit du fait qu'ils n'ont pas leur salaire. Au ministère de la Santé, j'ai rencontré des équipes prêtes à réfléchir pour améliorer notre système de santé. Et mon regard ne retient que cela. Toutes les autres difficultés, ce sont des difficultés surmontables. C'est vrai, nous avons dans notre pays parfois des difficultés à mettre les gens au travail. Et en tant que femme d'État, mais surtout dirigeante, je me considère comme dirigeante d'une structure. Notre mission première, c'est de mettre les personnes sous notre autorité au travail. Et on travaille avec ceux qui veulent travailler et ceux qui ne veulent pas travailler, sautent tout seuls du train. On vous a vu en campagne à Mouyondi. Au début, on a même cru que vous étiez candidate à quelque chose, mais finalement non. Que faisiez-vous là-bas? Nous sommes attentifs à tout ce qui se déroule dans notre localité. Je suis habitante de Mouyondi depuis plusieurs années. J'ai une résidence secondaire et j'ai de la famille. J'ai des associations qui sont pas seulement basées à Mouyondi, mais dans tout le département de la Bouenza, dans la Lekoumou, dans le département du Poul. Et nous avons des activités associatives. Donc je suis très attentive à ce qui se déroule dans le département de la Bouenza, mais aussi à Mouyondi. Et il était de mon devoir de soutenir des candidats qui veulent apporter un changement à la manière de gérer nos populations et faire de la politique autrement. Vous avez soutenu des candidats aux élections locales. C'est bien ça. Est-ce qu'ils ont gagné? Oh, le but, ce n'était pas de gagner, mais c'était surtout de faire passer un message autrement. Je sais, oui, ils ont gagné, mais ce n'était pas seulement cela le but. Le but, c'est de conscientiser nos populations. Nous devons faire de la politique autrement, M. Kakou. Madame Mikolo, si au prochain remaniement, le président Sassou vous demande de continuer au ministère de la Santé, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Je dois vous faire une confidence. On n'a pas demandé mon avis quand on m'a nommé à la tête du ministère de la Santé et de la Population. Je laisse cela à la sagesse évidemment habituelle du chef de l'État. Aujourd'hui, ma mission, c'est de remplir la mission qui m'est confiée aujourd'hui. Je ne me projette pas dans autre chose. Voilà. C'est le mot de la fin, Madame la Ministre. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas évoqué, que vous voulez développer maintenant?
Je voulais surtout dire, monsieur Kakou, qu'en réalité, nous avons abordé la mission qui nous avait été confiée par le chef de l'État avec beaucoup d'humilité et avec le poids que cela représente, mais aussi avec beaucoup d'optimisme du fait que nous croyons en un avenir meilleur pour notre pays et un avenir meilleur pour notre système de santé. Les Congolais ont tous les outils. Vous savez, nous sommes dans un pays où vous avez peut-être même le plus grand nombre de médecins par rapport à d'autres pays voisins, si on fait le ratio avec les populations et le personnel de santé, même des structures de santé. Je vous ai dit aujourd'hui que nous avons près de 400 structures de santé reparties dans le pays. Je suis très optimiste au sujet de notre système de santé et je suis très optimiste sur l'avenir de notre pays. Madame, revenons rapidement sur les sujets brûlants de votre département. Est-ce que les syndicalistes, maintenant, ils savent ce que vous voulez et que, les mouvements de grève, ils vont y mettre une petite sourdine? Est-ce qu'on vous a compris? Je peux dire oui pour la plupart des structures de santé. Comme je vous ai dit, elles ont presque pour la plupart adhéré à notre démarche. Mais aussi, elles veillent aux intérêts des travailleurs et elles constatent bien que nous accompagnons les travailleurs dans leur démarche. Mais M. Kakou, il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas forcément pour les biens de la République. Et cela, je pense que nous ne sommes pas du même bord. Mais il y a des personnes qui sont conscientes des efforts de l'État et ils nous ont compris. Madame Jacqueline Lydia Mikolo, merci. Merci à tous, vous qui avez suivi cette émission. Je vous rappelle que notre émission Émergence est diffusée le mardi à 21h, 21h30 et une rediffusion le mercredi à 10h sur Télé Congo, bien sûr. Au revoir et au prochain numéro.